Isaac René Guy Le Chapelier, né en 1754, fut guillotiné en 1794. Franc-maçon, il est très populaire au début de la Révolution française. Il est député du Tiers-État en 1789 et préside l'Assemblée nationale la nuit du 4 août. Lors de l'écriture et du vote de la loi, qui porte désormais son nom, la loi Le Chapelier, il est encore très influent. Discutée le 14 juin, elle est sanctionnée par le roi le 17 juin et prend alors force de loi. L'année 1791 est marquée par de nombreux mouvements ouvriers qui s'assemblent et envahissent des ateliers de travail partout en France, réclamant l'augmentation des salaires, c'est-à-dire du prix de la journée de travail. L'exemple le plus notable est celui de l'Union fraternelle des ouvriers de la Charpente, à Paris. Ceux-ci engagent, mi-avril 1791, un dialogue musclé avec les maîtres charpentiers par l'intermédiaire de la mairie de Paris. Elle apporte son soutien aux maîtres. Ceux-ci y déposent, le 30 avril, une pétition condamnant les assemblées ouvrières au nom des droits de l'homme. Les maîtres et les ouvriers déposent chacun un précis, les 22 et 27 mai, devant l'Assemblée constituante. Les maîtres condamnent l'Assemblée corporative d'ouvriers, tandis que les ouvriers expliquent leurs motifs, en distinguant les sociétés de secours mutuels et les corporations. Début juin, ils sont rejoints par les ouvriers maréchaux ferrants de Paris. Dans ce contexte social bouillant, l'Assemblée doit rapidement se prononcer, notamment afin d'éviter la récupération de l'agitation ouvrière par les contre-révolutionnaires. Le 14 juin, Le Chapelier rapporte au sujet des assemblées de citoyens de même État ou profession au nom du comité de constitution. Avant d'examiner la loi elle-même, il faut d'abord rappeler que le fonctionnement économique de l'Ancien Régime, le système corporatif, est aboli par la loi d'Allard le 2 mars. Celle-ci proclame, je cite, qu'il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, à condition qu'elle s'achète une patente, un nouvel impôt créé pour l'occasion. En somme, le 2 mars amorce le passage d'une société fondée autour de communautés de métiers, monopole des universités quant aux réglementations et pratiques de métiers, à la proclamation de la liberté d'entreprendre, grand nombre d'individus supposés libres. Elle laisse cependant un vide juridique quant au sujet de la nature et du rapport entre maître et ouvrier. Que dit donc la loi Le Chapelier ? Elle est composée de 8 articles. Le premier rappelle la suppression des corporations et l'impossibilité d'en recréer sous quelque forme que ce soit. Le second article interdit aux travailleurs de même état ou profession d'établir des règlements sur de prétendus intérêts communs, de nommer des responsables et de tenir des registres de délibération. En somme, il leur est interdit de créer ce que l'on appelle aujourd'hui des syndicats. Ces syndicats sont ici apparentés aux anciennes corporations. Les articles 3 et 5 prévoient que les autorités administratives déclarent nulles les délibérations et pétitions officielles au nom d'une profession que pourraient produire de telles assemblées. Les articles 4, 6, 7 et 8 prévoient le dispositif répressif. 500 livres d'amende et 1 an de privation des droits de citoyens actifs pour les responsables de ces assemblées, 1000 livres d'amende et 3 mois de prison par tête si des menaces ont été proférées contre les travailleurs, et en cas de violence, les coupables seront poursuivis comme perturbateurs du repos public, et en cas d'attroupement, comme attroupement séditieux. Au chapitre 24 du livre 1 du Capital, Marx dénonce cette loi qu'il traite de coup d'État bourgeois. Il lui reproche d'avoir dépouillé la classe ouvrière du droit d'association que celle-ci venait à peine de conquérir. Et, par cela, de tracer à la concurrence entre le capital et le travail des limites agréables aux capitalistes, c'est-à-dire de privilégier les bourgeois, les maîtres. Finalement, il récuse le prétexte allégué, c'est-à-dire que les ouvriers portent ainsi atteinte à la liberté des entrepreneurs de travaux et cherchent à recréer les corporations anéanties par la Révolution. En somme, il ne voit dans cette loi qu'une répression illégitime de l'activité politique des travailleurs. Entre affirmation de la liberté du travail au nom des droits de l'homme et répression des travailleurs qui possèdent au demeurant le droit de créer des associations politiques par ces mêmes droits de l'homme, alors que l'objet de la loi est précisément la pratique du travail, cette loi semble pleine de contradictions. Contradictions que Marx interprète comme un coup d'État bourgeois. Notre problème sera donc le suivant, est-ce qu'on peut suivre Marx lorsqu'il traite la loi Le Chapelier de coup d'État bourgeois, ainsi que tout son argumentaire ? Nous analyserons dans un premier temps l'aspect purement économique de cette loi.
par la manière dont le rapport entre maître et ouvrier est défini. Pour reprendre avec le ton de Marx les mots de Marx, est-ce un coup des bourgeois ? Les limites prévues par la loi sont-elles vraiment si agréables aux capitalistes ? Dans un second temps, nous en examinerons la portée politique, car c'est bien au nom des droits de l'homme et de l'ordre public que la loi est votée. Les ouvriers sont-ils dépouillés de leur droit d'association dans le sens de droit politique ? La loi, ce prétendu coup d'État, est-elle antidémocratique dans une société qui se veut démocratique ? Finalement, nous étudierons rapidement la mise en pratique de la loi pour en mesurer les effets. Quelles ont été les conséquences de la mise en place de cette loi pour que Jaurès, reprenant Marx, appelle cette loi une terrible erreur, particulièrement terrible envers les ouvriers. Les limites sont-elles vraiment si agréables aux capitalistes ? Le but de cette première partie est d'analyser la nature du nouveau rapport entre maître et ouvrier. Les limites aux droits d'association et de manifestation sont-elles vraiment si agréables que ça aux capitalistes ? C'est-à-dire, les maîtres sont-ils si gagnants que ça grâce à cette loi ? Pour y répondre, nous devons regarder les archives parlementaires du 14 juin 1791. Que disent la loi et le chapelier ? L'article 8 condamne tout attroupement contre le libre exercice de l'industrie et du travail appartenant à toutes sortes de personnes et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré. Dans son exposé des motifs, le chapelier déclare qu'en vue des désordres causés par ces assemblées, il faut donc remonter au principe, que c'est aux conventions libres d'individu à individu à fixer la journée pour chaque ouvrier. C'est ensuite à l'ouvrier de maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l'occupe. Ce qu'il veut dire, c'est qu'un contrat entre un maître et un ouvrier se négocie individuellement. C'est à chaque ouvrier de négocier individuellement et personnellement le prix de sa journée de travail. Par la formule « c'est ensuite » à l'ouvrier de maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l'occupe, le chapelier nie la possibilité d'un droit de grève. C'est à l'ouvrier de respecter ses propres engagements. Tout manquement est une infraction. Il y a donc à la fois un éclaircissement de la nature du contrat qui lie un maître à chacun de ses ouvriers, donc une pratique individualiste du travail, mais surtout une libéralisation du droit du travail. Marx reproche à Le Chapelier de se contredire au sujet du salaire. Celui-ci reconnaîtrait que le salaire est trop bas pour vivre convenablement, tout en refusant de fixer un salaire minimum. Dans son exposé des motifs, Le Chapelier avoue seulement que le salaire devrait être un peu plus considérable qu'il l'est à présent, car dans une nation libre, les salaires doivent être assez considérables pour que celui qui les reçoit soit hors de cette dépendance absolue que produit la privation des besoins de première nécessité et qui est presque celle de l'esclavage. Il condamne explicitement la bassesse des salaires. Pourtant, il refuse de, je cite, d'examiner quel doit être raisonnablement le salaire de la journée de travail et de fixer ici le taux précis de la journée de travail. Comment expliquer cette contradiction ? Le projet a pour objet de prévenir tant les coalitions que formeraient les ouvriers pour faire augmenter les prix de la journée de travail, que celles que formeraient les entrepreneurs pour la faire diminuer. Ici, deux choses sont dites. D'une part, l'augmentation et la diminution du salaire, en tant qu'effet d'une coalition, sont toutes deux également condamnées. Le chapelier n'a donc aucunement l'intention de maintenir le salaire au plus bas dans le pur intérêt des maîtres. Au contraire, et c'est ma seconde chose à dire sur ce point, les maîtres sont mis, en droit, dans une position d'égalité par rapport aux ouvriers. Ce n'est pas seulement les coalitions d'ouvriers qui sont prévenues ici, mais les coalitions à la fois des ouvriers et des entrepreneurs. Ce que le chapelier proscrit, c'est la formation de corps, au sens d'une assemblée de citoyens de même état ou profession. Comme le prévoit l'article 2, ces citoyens de même état ou profession ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président ni secrétaire, etc., bref, tous les caractères d'un syndicat actuel, sur leurs prétendus intérêts communs. C'est l'identité d'intérêt qui est proscrite pour les travailleurs en tant que travailleurs. Ces assemblées tendent à faire renaître les corporations. Et c'est ainsi que renaîtraient les privilèges de l'Ancien Régime. Aucun groupe autre que la nation, c'est-à-dire la loi, ne peut contraindre un individu à travailler pour un certain prix, si ce n'est lui-même
en accord à l'amiable avec son employeur. L'individualisation totale de cette négociation, en dehors de toute intervention de considération extérieure, donc réglementation de l'État, corporation, accord avec une assemblée de travailleurs, etc., se fait par une logique que l'on peut appeler libérale. Comme le rappelle Foucault dans son cours au Collège de France de 1978-79, La naissance de la biopolitique, ce type de gouvernement applique une économie politique que l'on peut appeler gouvernement frugal. Cela consiste en un désengagement de l'action du gouvernement au profit du marché en tant qu'espace de rencontre des demandes et offres de services. C'est un mécanisme dit naturel qui permet, sans intervention extérieure à la simple raison des individus, de fixer le meilleur prix, d'effectuer l'acte de vérité qui intéresse tant Foucault, qui est celui de la détermination de ce qui est le plus juste, le plus utile. Le prix de la journée de travail ne peut donc qu'être le prix le plus juste, étant le fruit d'une négociation individuelle entre l'ouvrier et son maître, c'est-à-dire une mise en pratique littérale de ces principes. Donc, contrairement à ce qu'affirme Marx, en principe en tout cas, cette limitation du droit d'association des travailleurs n'est ni agréable aux capitalistes, ni désagréable aux ouvriers, mais est pensée comme une condition de la fixation naturelle du bon prix par le marché, libérée de toute perturbation extérieure. La loi ne limite pas la liberté des travailleurs, elle se présente comme une condition de cette liberté. Par l'affirmation de ces principes libéraux, la question des droits politiques devient d'autant plus légitime. Comment expliquer que la loi proclame cette liberté, cette égalité entre les maîtres et les travailleurs, tout en réprimant une certaine manière qu'ils ont de manifester, en accord avec les droits de l'homme de 1789, leurs idées politiques? L'objectif de cette seconde partie est donc d'examiner les prétextes allégués qui poussent Marx à qualifier cette loi de coup d'État bourgeois. Cette loi dépouille-t-elle les ouvriers de leurs droits d'association? Prive-t-on des citoyens de leurs droits politiques? Cette loi est-elle antidémocratique? Plus qu'augmenter les salaires, ces coalitions auraient, selon le Chapelier, l'intention secrète de fomenter des troubles. Pourtant, si l'on prend l'exemple des charpentiers parisiens, ils se revendiquent être une société de secours mutuel, c'est-à-dire une association destinée à procurer des secours aux ouvriers de la même profession, malades ou sans travail. Le Chapelier le reconnaît lui-même. Ces caisses de secours ont paru utiles. Mais pourquoi n'ont-elles, selon lui, seulement paru utiles? Et pourquoi s'en sert-il comme un argument en faveur de l'interdiction de ce type d'association en lui subsumant la fomentation des troubles? D'après lui, il n'y a plus de corporation dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. Il précise ensuite que c'est à la nation, c'est aux officiers publics, en son nom, à fournir des travaux à ceux qui en ont besoin. Donc, pourquoi ces nouvelles formes de corporation sont-elles un danger? Pourquoi l'article 1 de cette nouvelle loi s'applique-t-elle à ces coalitions? Parce qu'elles forment des corps intermédiaires. Comme son nom l'indique, un corps intermédiaire est une entité qui regroupe un ensemble d'individus en une unité, avec ses représentants et ayant une existence indépendante de leurs membres. C'est une assemblée représentative entre l'individu et la nation, un intermédiaire entre les citoyens et l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'est le danger. L'Assemblée nationale constituante repose sur une conception rousseauiste de la souveraineté. Il existe une multiplicité de volontés particulières, d'intérêts individuels, qui tous ensemble, sans exception, forment une volonté générale, l'intérêt de la nation. L'Assemblée nationale est la détentrice exclusive de ce droit de représentation. Elle est le corps juridique qui exprime cette volonté nationale générale. Donc, en inspirant dans les travailleurs un intérêt autre que le leur propre, c'est l'expression de cette volonté générale qui est menacée, c'est-à-dire la nation. De la même manière que chaque individu doit personnellement négocier son contrat avec son employeur, chaque citoyen n'a le droit de se représenter que lui-même, dans le sens où toute expression de ses opinions doit exprimer sa propre opinion et aucune autre. En outre,
et le Chapelier le rappelle, ces associations exigent la réunion fréquente d'individus d'une même profession, la nomination de syndics et d'autres officiers, la formation de règlements, l'exclusion de ceux qui ne se soumettraient pas à ces règlements. Et c'est ainsi que renaîtraient les privilèges. Un corps représentatif possédant le pouvoir de former des règlements, c'est-à-dire des lois, mais qui n'est pas l'Assemblée nationale, est, comme le rappelle l'article 4 de la loi, inconstitutionnel, attentatoire à la Déclaration des droits de l'homme. En effet, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 stipule dans son article 3 que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Donc, que ces coalitions reproduisent les anciennes corporations est une menace pour la nation. Leur interdiction n'a aucun caractère antidémocratique. Elle est, au contraire, une condition de l'expression de la volonté générale, de l'unité de la nation. Pour reprendre Stephen Kaplan dans La fin des corporations, paru en 2001, il faut voir dans cette loi le reflet d'une expression d'horreur, à la Rousseau, envers ces associations intermédiaires ou partielles qui avaient tendance à s'arroger l'espace vital et à contester la supériorité de la volonté générale. Mais si cette loi promeut la liberté du travail, qu'elle est une condition sine qua non de l'expression de la souveraineté générale, pourquoi reçoit-elle tant de reproches ? Quelles ont été les conséquences de la mise en place de cette loi pour que Jaurès, reprenant Marx, appelle cette loi une terrible erreur ? N'y a-t-il pas un peu de cette expression d'horreur dont parle Stephen Kaplan, mais non pas pour les corps intermédiaires en général, mais particulièrement les corps intermédiaires formés par les ouvriers ? Si l'on s'attarde sur la discussion de la loi, elle ne semble pas particulièrement perturber les députés. Gauthier-Bioza propose d'abord de reporter le vote au lendemain, s'inquiétant sur le droit des citoyens de se réunir et s'associer, mais sans succès. Quelques députés à droite s'inquiètent pour les clubs. Ils discutent d'un exemple particulier, celui des procureurs du Châtelet. Mais comme le cas est déjà compris dans la loi, la discussion ne mène à aucun amendement particulier. En somme, les députés n'ont rien à redire sur la loi elle-même. Les principaux orateurs de la Constituante, en particulier Robespierre, gardent le silence, alors que celui-ci, Robespierre, s'était grandement opposé à Le Chapelier lors de la loi sur le droit de pétition du 9 et 10 mai 1791. La loi est acceptée à l'unanimité. Aucun député ne la questionne fondamentalement. La presse ne donne pas non plus d'écho à la loi. Camille Desmoulins ne commente pas non plus la loi dans son journal Les Révolutions de France et de Brabant, alors qu'il s'était tenu aux côtés de Robespierre sur la question des droits de pétition. La seule exception semble être Marat, qui s'en était déjà pris à la loi d'Allard dans son article « Le décret insensé » paru dans l'Ami du peuple le 16 mai 1791. Celui-ci accuse la loi Le Chapelier d'isoler les citoyens et de les empêcher de s'occuper en commun de la chose publique. D'après Jean-Pierre Potier, Marat perçoit la lutte des classes entre la bourgeoisie et le prolétariat. Mais pour lui, la loi est une mesure des ennemis de la Révolution et des modérés contre les libertés de la nation. C'est peut-être ici que Jaurès et Marx, tous deux historiens et politiciens à leur manière, voient cette terrible erreur. Ils voient dans la loi Le Chapelier non pas un rejet, mais une véritable censure politique de la classe ouvrière naissante. Et en effet, les droits de citoyens actifs, c'est-à-dire le vote et la possibilité d'être élus représentants, est soumis au paiement du cens. Or, les ouvriers luttant déjà pour une augmentation de leur salaire misérable, il est inimaginable qu'ils puissent payer un tel impôt. Leur principal moyen d'action est donc l'action réelle, par la grève, la manifestation, la pose d'affiches, la formation de pétitions, etc. Or, toutes ces pratiques sont une à une retirées du champ de possibilité des ouvriers. La loi du 9 et 10 mai 1791 sur le droit de pétition prévoit la même individualisation du droit de pétition. La pose d'affiches est également proscrite dans l'article 6 de la loi Le Chapelier. En somme, les ouvriers n'ayant déjà aucun droit de citoyen actif sont bien dépouillés de leur seul moyen concret d'agir collectivement, l'association. Avec la loi martiale d'octobre 1789, la loi Chapelier
est souvent cité comme l'une des causes de la fusillade du Champ de Mars. Ils s'étaient regroupés pour signer massivement une pétition. Pouvons-nous donc suivre Marx lorsqu'il traite la loi Le Chapelier de coup d'État bourgeois ainsi que tout son argumentaire ? Si l'on s'en tient à l'argumentaire de Le Chapelier, ainsi qu'aux principes libéraux individualistes, mais égalitaires et démocratiques affirmés par la loi, la réponse est non. La loi n'a rien d'un coup d'État. Elle n'a rien d'antilibéral ou d'antidémocratique. Mais si l'on se place du point de vue de Marx, c'est-à-dire de la pratique réelle de la politique par la classe ouvrière naissante, cette loi se manifeste comme une censure efficace de la manifestation de ses intérêts. L'efficacité de la loi est telle que, comme le rappelle Marx lui-même, ce décret a survécu aux révolutions et aux changements de dynastie. Le régime de la terreur lui-même n'y a pas touché. Ce n'est que tout récemment qu'il a été effacé du code pénal. Il faut en effet attendre la loi Waldeck-Rousseau de 1864 pour qu'elle soit enfin supprimée.